là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Why are buildings made of steel? Strong, light, and flexible, steel frames offer many advantages over wood and concrete, especially where skyscrapers are concerned. Steel makes big buildings relatively light, with tremendous load-bearing capacity. The upper floors won't crush the floors beneath them, and steel holds up better to weather and fire. Most skyscrapers are built on steel or concrete frames, which is a grid of columns and beams that goes all the way through the building. The World Trade Center was different. It was what engineers call a tube structure. It was a very, very strong mesh of steel that surrounded the exterior. Inside there was the core, a rectangle of 47 columns made of 4-inch thick steel at the base, thinning with increasing height. The cores combined might with ingenuity, anchoring the towers and allowing them to flex. Look at the size of this steel. The columns in this photo are about 2 inches thick, so they were somewhere near the middle of the tower. This photo shows both a rectangular core column and some square exterior columns. There were 236 of these square columns running up the exterior of each tower. Solid, prefabricated floor assemblies, welded metal floor pans placed on top of trusses both welded and bolted to the vertical frames. The story we were told. This rock-like steel grid gave way because fire warped the trusses, causing the bolts to fail. As the trusses sagged and fell, the floors dropped with them. In its 2002 documentary, Why the Towers Fell, PBS creates a video model. Once the trusses fail, the floors they were holding cascade down with a force too great to be withstood. The result is what's called a progressive collapse, as each floor pancakes down onto the one below. What remains standing? The tall, indestructible core. Why does PBS fail to explain the complete disappearance of the Twin Towers cores? This is a pancake collapse. Why don't we see piles of floors at ground zero? And paper blown everywhere. Wouldn't a pancake collapse have trapped the contents inside? What blew this paper all over New York? Here, the core of the North Tower finally gives up. 700 remaining feet of giant steel columns, among the strongest ever erected.
What force acts upon the core to make it all of a sudden disappear? Eric Hufschmidt, author of the book Painful Questions, is a metal-cutting software engineer. The floors of the World Trade Center towers were on three-dimensional mesh of steel beams. You have to keep in mind now the floor is about an acre in size. There are thousands of joints all over it. In order for the floor to fall down, thousands of joints would have to break simultaneously. 10 seconds. These are 110-story buildings coming to Earth at free fall speed, the rate at which an object drops through air. The lower floors would need to give way completely as the floors above them fell. The calculation for a pure pancake collapse of 110 stories, with each floor pulverizing to get out of the way, is 96 seconds. In the real world, with the floors creating resistance, a pancake collapse would lose speed. Never would it gain speed. Watch the demolition wave rushing straight down. Here the South Tower is half its original height, but wreckage from the upper collapse has not yet fallen this far. We are watching a demolition moving faster than gravity itself, a building bursting into powder from top to bottom. Que ce soit avant ou après le 11 septembre, jamais le feu n'a fait s'effondrer une tour d'acier. Le 28 juillet 1945, un bombardier B-25 perdu dans le brouillard s'écrase contre le 79e étage de l'Empire State Building. 14 victimes et $1 million de dégâts. Mais le gratte-ciel est toujours là. Le 14 février 1975, 3 incendies se déclarent entre le 9e et le 14e étage de la tour nord. D'après le New York Times, le sinistre a été suivi d'un examen approfondi et il a été décidé d'installer des gicleurs. Le 4 mai 1988, à Los Angeles, un gratte-ciel de 62 étages brûle pendant 3 heures et sur 4 étages, mais il ne s'effondre pas. Le 23 février 1991, à Philadelphie, un bâtiment de 38 étages construit en 1973 brûle pendant plus de 19 heures sur 8 étages, mais il ne s'effondre pas. Le 17 octobre 2004, au Venezuela, une tour de 56 étages construite en 1976 brûle pendant plus de 17 heures sur 26 étages. L'incendie va jusqu'au toit, mais là non plus, elle ne s'effondre pas. Le 12 février 2005, à Madrid, la tour Windsor, un gratte-ciel de 32 étages avec une structure en béton armé, brûle pendant près de 24 heures. L'incendie anéantit entièrement les 10 derniers étages, mais malgré la destruction des étages supérieurs, le bâtiment lui-même ne s'effondre pas. En 2005, à Madrid, il y a eu un énorme incendie. Un gratte-ciel a été ravagé par les flammes. C'était une torche enflammée qui a brûlé pendant 20 heures. 20 heures consécutives. Mais au final, la structure porteuse est restée intacte. Le gratte-ciel ne s'est pas effondré. Comme vous pouvez le voir, tout l'édifice est en flammes. Cette tour n'est pas encore terminée, elle est encore en construction. Et pourtant, elle reste debout. Une chose que vous devez noter, c'est la couleur blanche des flammes. Ça indique qu'il y a beaucoup d'oxygène qui brûle. Par contre, les flammes émanant des tours à New York sont d'un rouge sombre et la fumée est noire. Les feux qui brûlaient dans les tours avaient une fumée gris foncé, très lourde, presque noire. Cela indique un feu qui manque d'oxygène. Et bien pourtant, 55 minutes plus tard, toute la tour s'effondre.
Compare a 20-hour inferno to 90 minutes of smoke. Selon la version officielle, à un moment donné, les poutres d'acier de la structure ont cédé. Elles avaient perdu la capacité à résister qu'elles avaient au début. Et tout cela à cause de la chaleur, une immense chaleur. Et puis, quelque chose d'étrange. Parce qu'à un moment, on a su que quelqu'un a réussi à descendre du haut de cette tour, tout en traversant la zone des feux les plus violents. Et il est arrivé tout en bas. Comment a-t-il réussi ? Je ne sais pas. Quand j'ai regardé en bas, je n'ai pas vu de flammes et j'ai senti qu'il fallait descendre jusqu'à ce que les flammes nous arrêtent. Et quand on est arrivé au 78e étage, le mur était fissuré et il y avait des flammes qui léchaient ce côté du mur comme ça. Pas de brasier violent. Le feu devait manquer d'oxygène juste là, à l'intérieur. On est arrivé au 74e étage et là, tout était normal. De l'éclairage, de l'air frais qui venait d'en bas. La température dans la tour n'était donc pas si élevée, comme le confirme la présence de cette femme dans la zone même de l'impact. If a fire destroyed these buildings, why are there so few flames? Why are these holes so black? As I describe more thoroughly in the book, the photos provide evidence that the fires were small. This photo is an example. Let's zoom in for a closer look. There is a woman standing in the hole created by the engine of the airplane, and she is alive. On the floor above her and to her left is a man, although he is more difficult to see. Let's zoom in on that woman. She appears to be wearing white pants and has long hair. There is no sign that her clothes or hair have been burned. It appears that there is another woman lying on the floor and looking over the edge, but the photo does not have enough detail to be certain. These women seem to be looking down at the ground. Some reports say that up to 200 people jumped out of the buildings. These women may be wondering if they were jumping into a giant net that the firemen had set up for them. On the floor above these women and to their left is a man standing in a broken window. The Boeing 767 that hit this tower was a large airplane with about 80 tons of metal, people, and luggage. The plane slammed into the tower at over 400 miles per hour. Pieces of the aircraft, flooring, and office furnishings would have flown 2 or 3 floors. Anybody in the path of this flying debris would have been killed. The thousands of gallons of jet fuel that sprayed into this area and then caught on fire would have certainly incinerated many people also. The only way anybody could survive this airplane crash was if the flying debris and the fireball did not reach them. Since at least one man and woman survived, and since they were on different floors, they prove that the fires and airplane debris did not extend throughout the entire area of the crash zone. Furthermore, these people walked to the hole from wherever they were at the time of the crash. How could this woman walk through burning jet fuel? How could she survive fires that were so intense that they were allegedly capable of destroying a steel structure? To put that another way, how could a fire destroy a massive steel structure if it was not capable of destroying human life? Il s'avère que des douzaines de pompiers et de secouristes avaient témoigné avoir entendu 1, 2, 3, 7, 8, voire 10 explosions se déclencher dans le bâtiment. How do these firefighters describe the collapse of the North Tower? We started running. Floor by floor, it started popping out. It was if they had detonated. Yeah, detonated. They were planned to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. I was watching it and running. Certains ont dit avoir été fortement secoués et projetés dans les escaliers par les explosions.
D'autres témoins ont dit avoir vu des flashs. Et beaucoup ont dit, c'était comme à la télé quand ils détruisent les bâtiments avec des explosifs. On voyait des flashs, on entendait les bruits. C'était pareil. Les agences fédérales qui étaient sur les lieux pensent qu'il y a eu des explosions autres que celles provoquées par les avions. À 9h50, tout était très calme et soudain, il y a eu un boom. J'ai d'abord pensé que ce n'était qu'un accident, mais il y a eu 2 autres explosions. Descendre les escaliers a été un enfer. Et alors que nous nous dirigions vers les sorties, nous avons entendu une autre explosion. Et nous avons tous été projetés. Il y a une seconde explosion, probablement due à un engin explosif dans le bâtiment. Quand je suis arrivé au niveau du hall, c'était comme une fusillade. Et puis, 3 grosses explosions. 30, I tried to leave the building, but as soon as I got outside, I heard a second explosion and another rumble and more smoke and more dust. And then a fire marshal came in and said we had to leave because if there was a third explosion, this building might not last. Like, it sounded like gunfire, you know, bang, 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 and then all of a sudden, 3 big explosions. Started walking down the stairs, we made it to the 8th floor. Big explosion. Flew us back into the 8th floor. Do you know if it was an explosion or if it was a building collapse? To me, it sounded like an explosion, but it was a huge explosion. Chief Albert Turry told me that he was here after the events that took place this morning. He tried to get his men out as quickly as he could, but he said that there was another explosion which took place, and then an hour after there was another explosion in one of the towers here. So according to his theory, he thinks that there were actually devices that were planted in the building. Reports of bombs in the buildings, explosions. A CBS reporter to Dan Rather. But I was coming toward the World Trade Center looking for CBS crews and asked a firefighter if he saw any. All of a sudden, there was a roll, an explosion, and we could see coming at us a ball of flame stories high. The airplane struck the towers high above the ground. But down in the lobby of the North Tower, marble facing flew off the walls, the windows shattered, all the glass blown out. Right away, a guy from the Port Authority told him the damage was somewhere above the 78th floor. But all you had to do was look around. It was obvious. Something had happened right there in the lobby. You just saw that all the windows were blown out. The lobby looked like the plane hit the lobby. Like the plane hit the lobby. What caused so much wreckage in the lobby? William Rodriguez, a maintenance employee at the World Trade Center and the last human being to exit the towers alive, describes a giant blast below his building. J'ai travaillé 20 ans au World Trade Center comme gardien. Je faisais le ménage. Il y avait 6 niveaux de sous-sol. Les prestataires de services se trouvaient au premier sous-sol, le B1. Je me trouvais là à 8h46 quand on a entendu un boum, une explosion si forte qu'elle nous a jetés en l'air. Au moment où j'allais parler, 6 secondes après, encore un boum, l'impact tout en haut de la tour. Donc 2 événements différents. À ce moment-là, j'ai dit « Oh mon Dieu !» et un homme est arrivé en courant. Et ce gars, les mains tendues, les 2 bras comme ça, sa peau pendait, complètement arrachée des 2 bras. Et ça pendait jusqu'au bout des doigts, comme des vêtements. Et j'ai cru que c'était des vêtements. Et quand j'ai voulu lui parler, j'ai réalisé qu'il lui manquait des morceaux du visage. An explosion deep down in the tower before the plane crash 95 floors above. Others lived to report enormous explosions below the towers. Construction worker Philip Morelli was in North Tower's sub-basement 4 at the time of the first plane strike. I go downstairs, the foreman tells me to go to remove the containers. As I'm walking by the main freight car of the building, in the corridor, that's when I got blown. I mean, the impact of the explosion, of whatever happened, it threw me to the floor, and that's when everything started happening.
blown to the floor. Let's hear what happened next. I was racing, I was going towards the bathroom. All of a sudden, I opened the door, I didn't know it was a bathroom, and all of a sudden a big impact happened again. And all the ceiling tile was falling down, the light fixtures were falling, swinging out of the ceiling. And I come running out the door, and everything, the walls were down, and now I started running towards the parking lots. There was a lot of smoke down there, there was a lot of people screaming. People came with us running up the ramps. Philip then ran underground to the South Tower. You know, you got to go clear across the whole from 1 to 2 World Trade Center. You know what I mean? That's the way you got to run. And then all of a sudden, it happened all over again. Something else hit us to the floor. Right in the basement, you felt it. Walls were caving in, everything that was going on. I mean, I know of people that got killed in the basement. I know of people that got broken legs in the basement. People that got reconstructive surgery because the walls hit them in the face. Engineer Mike Pecoraro in the 6th sub-basement found the parking garage and machine shop reduced to rubble. Rescue firemen and civilians spoke of hearing explosions throughout the towers. Firefighter Lou Caccioli told People magazine that as he and others evacuated workers, bombs were going off inside the building. Explosions stalled elevators and filled entire floors with smoke and debris. An eyewitness who said there was an explosion on floor 7-8. 7-8. Penetrated dispatch, we've just had another explosion. Warren Street because of the secondary explosion. We've got numerous people covered with dust from the secondary explosion. And we got another explosion on the tower, 1013. 1013 Tower 2 has had a major explosion and what appears to be a complete collapse surrounding the entire area. Who's involved in the secondary explosion? Let's look carefully at the collapse itself. Notice the puffs of concrete issuing from the sides of the building well ahead of the collapse wave. Called squibs in demolition language, these are actual explosives, charges firing visibly through the exterior as gravity pulls the building down. Sur toutes les images des effondrements, des déflagrations sont visibles entre 20 et 30 étages sous l'onde de destruction. Ici, 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 et là. Here are more. Shattering from the top, engulfed by banana peel plumes, these were no ordinary implosions. The Twin Towers each consisted of 3 multi-story buildings set on top of one another. To sustain the weight of so many floors, the sky lobbies had to be extra heavily reinforced. Watch a big squib coming from the sky lobby band.
Listen to the sound of a large explosion right before the South Tower begins to fall. Two kinds of debris, huge shattered columns that could break a truck, combined with matter that was near pulverized. You have 210-story office buildings. You don't find a desk. You don't find a chair. You don't find a telephone, a computer. The biggest piece of a telephone I found was half of the keypad, and it was about this big. L'observation est le point de départ de la science. Ce que vous voyez ici est ce qui s'est produit à la tour nord du World Trade Center, le second des 3 bâtiments effondrés le 11 septembre 2001. J'utilise le mot effondré, mais les mots peuvent être trompeurs. Que voyez-vous en réalité sur ces images? Il y a une énorme quantité de débris en chute libre, mais sous la couronne de débris, voyez-vous la séquence rapide d'éjection explosive de matériaux? Certains débris ont été éjectés à plus de 160 km/h. Je vais appeler cela des explosions, car il est difficile de trouver d'autres mots pour décrire ce que nous voyons ici. Les explosions ne sont ni isolées ni rares. Elles sont ininterrompues et communes. Elles descendent progressivement le long des façades de l'immeuble au même rythme que les débris en chute. Vous pouvez peut-être imaginer une cause naturelle, mais pas moi. Notez que les explosions se produisent simultanément sur plusieurs étages, sur de larges zones, pas uniquement étage par étage, ce qui aurait pu être expliqué par un effondrement en piles d'assiettes. Observez les explosions bien en dessous de la zone d'effondrement. Certaines sont localisées et concentrées, c'est ce qu'on appelle des pétards, dans le jargon de la démolition contrôlée. En tout cas, ce n'est pas une démolition contrôlée classique. L'immeuble est progressivement détruit à partir du haut par des vagues d'explosions produisant une grande quantité de débris. La destruction se fait en plusieurs vagues, et non pas en une seule. La rapide séquence d'explosions se produisant près de l'angle visible de l'immeuble est la plus flagrante. Simultanément, nous voyons se produire une autre vague d'explosions, bien plus bas sur les façades de l'immeuble, sous le rideau de débris en chute libre. Les 2 vagues d'explosions progressent vers le bas, le long des façades de l'immeuble, à la même vitesse que les débris en chute, quelques mètres plus loin. Les blocs de béton ne sont pas tombés au sol, ils ont été pulvérisés et réduits en poussière. Il n'y a quasiment aucun gros morceau de béton parmi les décombres. Notez que le béton qui est violemment éjecté des côtés de l'immeuble est déjà réduit en poussière. Notez aussi que dans le nuage de poussière, il y a d'énormes poutrelles, des sections entières d'acier de l'ossature, qui sont visiblement projetées hors de l'immeuble. Le déplacement horizontal de certaines poutrelles a atteint une vitesse de plus de 110 km/h. Certaines de ces poutrelles se sont empalées dans les façades des buildings avoisinants. Certaines ont atterri à une distance équivalente à 2 terrains de football depuis la base de la tour. Qu'est-ce qui a pu projeter des poutrelles si lourdes avec autant de force à si grande vitesse? Certains ont supposé que le poids de la tour, en s'écrasant sur les poutrelles, avait exercé une très forte pression et les avait pliées, qu'elles avaient été éjectées sur les côtés comme des ressorts. Mais ce n'est pas un nombre restreint de poutrelles éjectées. Nous voyons la majeure partie de la masse de l'immeuble, du métal, du béton, des meubles de bureau, des restes de corps humains, tout ceci réduit en petits débris et en fines poussières et éjecté dans toutes les directions. Des fragments d'os ont été retrouvés sur les toits des immeubles voisins. Les os n'ont pas été écrasés dans la masse en chute, car sinon ils auraient été piégés parmi les débris. Ils ont été pulvérisés avec tout le reste, ils ont explosé dans toutes les directions. Les enquêteurs du NIST ont affirmé que la partie supérieure de l'immeuble, celle au-dessus du point d'impact, était tombée comme un marteau-pilon, écrasant jusqu'au sol la partie inférieure du bâtiment encore intacte. Pourtant, on remarque que la partie supérieure du bâtiment est clairement manquante. Il n'y a rien au-dessus de la couronne d'explosion à part quelques débris. Voyez-vous un marteau-pilon? Rien ne semble avoir écrasé le bâtiment. Les différentes vagues de destruction et les éjections explosives de matériaux se produisent sur de vastes zones qui s'étendent jusqu'au sommet de ce qu'il reste du bâtiment. Les scientifiques du NIST n'ont pas modélisé l'effondrement des tours. Leur analyse était grandement défectueuse dans bien des domaines, mais la plus grave erreur est que le champ de leur enquête a été artificiellement réduit.
Leur analyse s'est arrêtée au moment où l'effondrement a commencé, comme si tout ce qui suivait était inévitable et ne nécessitait aucune explication. Le champ de leur enquête a été artificiellement réduit à ce qui aurait pu se passer ou se serait passé pour déclencher l'effondrement. Ce qu'ils ont volontairement ignoré, c'est ce qui s'est réellement passé. En limitant leur enquête aux prémices naturelles de l'effondrement, à savoir les dommages dus au feu et aux avions, ils ont d'emblée exclu toute possibilité de trouver les preuves d'une démolition contrôlée. En d'autres termes, tout ce qui s'est produit pendant l'effondrement même, les preuves ou indices que nous avons pu voir ici, a été très clairement écarté de l'enquête. Tout modèle Marc Loiseau, président de Control Demolition, a déclaré à l'American Free Press que dans les sous-sols du World Trade Center, où les 47 colonnes porteuses centrales rejoignaient le soubassement, des points chauds d'acier littéralement en fusion ont été découverts plus d'un mois après le 11 septembre. Ces zones extraordinairement chaudes se situaient en bas des gaines d'ascenseur sous 7 sous-sols. L'acier en fusion a été trouvé au bout de 3 à 5 semaines pendant le déblaiement des gravats. The pile itself seemed to have a life of its own. It spewed fire when we dug into it. The ground continued to burn. Les Robertson publicly reported that 3 weeks after the collapse, live fires burned and molten metal still flowed underground. You see how this debris is still smoking? That's from the fires that are still burning. 8 weeks later, we still got fires burning. Steel-toed boots is one of the biggest things. Out, still on the rubble, it's still, I believe, 1,100 degrees. The guy's boots just melt within a few hours. Here is the meteorite, molten iron fused with concrete. And architects, engineers, people who work with steel, welders have just never seen the level of destruction and the level of deformation of this material in our lives. It is true that heat expands steel. In a fire, steel members may swell and bend slightly. But this, how could these huge tangles have been created? The steel below the towers had melted at many thousands of degrees. Steel in dragon-like lengths and contortions spoke for itself. Bent, deformed, without cracks. I found it hard to believe that it actually bent because of the size of it and how there's no cracks in the iron. It bent without almost a single crack in it. It takes thousands of degrees to bend steel like this. Typically you'd have buckling and tearing on the tension side, but there's no buckling at all. Explosives also deform steel. As they fire, gas pushes outward. The force of the gas can easily bend a large steel column. Was thermite used in conjunction with explosives on September 11th? Watch this very bright substance pouring from the 81st floor of the South Tower. And white smoke appeared at the base of the building. Would this be aluminum oxide, the byproduct of a thermite reaction? Thermite is a compound of iron oxide and aluminum, which when ignited sustains an extreme heat reaction, creating molten iron. In just 2 seconds, thermite can reach temperatures over 4,500 degrees Fahrenheit, quite enough to liquefy steel. This is thermite melting the engine of a car. We know that open-air fires cannot burn hot enough to melt steel, but metal had melted at the base of the towers. The second product of a thermite reaction is aluminum oxide, visible as white smoke. Le doute plane de plus en plus aux États-Unis. Doute après les attentats du 11 septembre. C'est la photo du jour. Regardez bien, les scientifiques américains viennent de découvrir ça. Ces petites traces rouges, c'est des traces de termites.
Thermite, c'est quoi? La thermite, c'est un explosif très puissant qui a été retrouvé dans les débris des deux tours jumelles. Ça veut dire quoi? Ça change un peu la donne sur l'effondrement des deux tours. Évidemment, il n'est pas question de remettre en cause les deux avions qui ont percuté les tours, mais ça veut dire qu'il a peut-être été mis au préalable, avant le choc des avions, de l'explosif dans le World Trade Center et que le choc des avions a fait s'effondrer et exploser la thermite. Ça voudrait dire que la sécurité du World Trade Center était peut-être beaucoup moins bonne que ce qu'on nous a laissé croire à l'époque. Évidemment, ça fait un buzz incroyable aux États-Unis. On imagine. These core columns were discovered after the collapse. The angled cut occurs in exactly the manner that shaped charges slice through steel beams to control the way they fall. Notice the hardened, once liquid metal. Was thermite used with the shaped charge? The job of the shaped charge is to cut steel H-beams. The way we do this is by cutting the beam at an angle, which, through a series of beams cut at the same angle, will tend to make the building shift over and walk. Here, the core of the North Tower finally gives up. 700 remaining feet of giant steel columns, among the strongest ever erected. What force acts upon the core to make it all of a sudden disappear? Let's look at the rubble of two 110-story buildings brought to the ground. In a 7-story crater lie nearly 2 million tons of debris. Had the basements not been blown out, where would 2 million tons have gone? Ce bâtiment va être détruit par ce que l'on appelle une démolition contrôlée. Les bâtiments ne font pas cela spontanément. Ceci est un autre exemple d'une démolition contrôlée. Les premières charges explosives sont espacées d'environ 1 seconde. Et vous pouvez voir que chaque section commence à tomber séparément. Les démolitions réussies exigent que toutes les colonnes porteuses s'effondrent pratiquement en même temps. Si elles ne le font pas, ou si autre chose se passe mal, le résultat ressemblera à quelque chose comme ça. Ceci est le World Trade Center 7, juste avant qu'il ne s'effondre, le 11 septembre 2001. Il n'avait pas été frappé par un avion. Il avait été endommagé par des projections de débris et par un incendie. Mais vers 17h20, la plupart des feux avaient été éteints. Bien que le bâtiment fasse 47 étages, il ne tombe pas de travers ni ne s'effondre asymétriquement. À 17h20, le WTC-7, un immeuble de bureaux de 47 étages, situé à une centaine de mètres des Twin Towers, tombe à son tour. Il abritait entre autres la CIA, le ministère de la Défense, l'IRS, le service secret et le bunker sécurisé de Rudolph Giuliani. La SEC, équivalent de la COB française, y stockait entre 3 et 4 000 dossiers d'enquête concernant Wall Street. Alors que tous les bâtiments voisins sont intacts, le WT-7 s'effondre bien proprement en 6 secondes. A 47-story skyscraper, Building 7 folded neatly in 6.5 seconds. A textbook descent right into its footprint. Building 7 was a steel frame building and is the first steel frame building that has collapsed due to fire. The failure of the building was an implosion, so it failed completely different than towers 1 and 2, in which the floors failed first.
holder of the World Trade Center regretfully declared that a decision was made to pull Building 7 by the end of the day, the last structure added to the World Trade Center complex. Let's hear Mr. Silverstein's actual words, delivered for our benefit in the 2002 PBS documentary America Rebuilds. I remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. And I said, you know, we've had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse. Now the phrase, pull it, which you just heard Larry Silverstein use, is an industry term that means to demolish a building with a controlled, planned demolition. It is inconceivable that anyone would be running around in a building burning so badly, placing explosives in exactly the right places all within 7 hours. In fact, implosions take a minimum of 2 weeks and up to 2 months to plan and place the charges. Even stranger is the fact that the Fire Department of New York does not even train their personnel to do controlled demolitions. They are only done by highly skilled, experienced specialists who plan and test far ahead. Zie je vanaf boven gaan? Nee, je gaat vanaf onder. Die gaat vanaf onder, ja. Toch? Ja. Ze hebben gewoon kolommen weggeblazen. Er is nagesprongen. Dit valt anders dan het World Trade Center. Vind je niet dan? Ja, je ziet het, de onderste verdiepingen gaan eerst. Ja, en de rest zakt er gewoon in. Dus dit is controlled demolition. Zeker weten? Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Dit heeft een team gedaan van experts. Maar dit is ook op 11 september gebeurd. Dezelfde dag? Dezelfde dag. Dezelfde dag? Weet je dat zeker? Ja. Was het zeker weten de 11e? Dat kan geen waar zijn. 7 uur nadat de World Trade Center naar beneden viel. Ja? Hebben ze hard gewerkt. Het is vakwerk, zonder meer. We weten heel goed wat ze doen, die jongens. De vraag is dan, is zoiets van tevoren voorbereid of kan dat op 11 september zelf nog zijn besloten en uitgevoerd? Met hoeveel man heeft u hoeveel tijd nodig om dat te doen? Dat weet ik niet precies, maar... Maakt u een inschatting? Ja, dan moet je wel ervaren mensen hebben, maar als je een man of 30, 40 zou hebben... Kijk, een paar met de snijbrander, de rest brengt hem aan. Andere mensen sluiten dat deadcord met die boosters aan. Dat moet allemaal precies op hetzelfde moment gaan. En weer een derde die zet de elektronische systemen erop. En dan gaat hij. Terwijl overal brand was en ook in dat gebouw was brand? Dat is niet geblust. Ze hebben de brand niet geblust. Dus de mensen die dat moesten doen, die moesten het doen terwijl het binnen nog brandde. Ja, dat is vreemd. Dat is vreemd. Dat vind ik ook heel vreemd. Daar heb ik geen verklaring voor. I lost my son. My nephew. My uncle. My son. On September 11th, 2001. Most people don't know that a third tower fell on September 11th. World Trade Center 7, a 47-story skyscraper, was not hit by a plane. Although the official explanation is that fire brought down Building 7. Over 1,200 architects and engineers have looked into the evidence and believe there is more to the story. Bring justice to my son, my uncle, my nephew, my son, and thousands of others who died on September 11th. Go to buildingwhat.org. Je ne suis pas un négationniste, je ne suis pas un révisionniste non plus, et encore moins un antisémite. J'ai trop d'amis juifs qu'il faudrait convaincre, et ce serait très très dur. Il y a 9 mois de cela, mesdames et messieurs, la presse a dit de moi, Bigard nie le 11 septembre. Je ne nie pas le 11 septembre, hein. Je suis comme 3 milliards de personnes dans le monde. J'ai vu, moi aussi, les 2 avions frapper les tours. Hein. Je ne suis pas un idiot. Hein. Ce jour-là, le 11 septembre, près de 3000 personnes ont été assassinées. Hein. Et je suis, comme tout le monde, je trouve ça insupportable. Voilà, ça, c'est clair, ok ? En revanche, et c'est là l'objet du feuilleton que je vous propose, la version officielle. Aïe, putain, à chaque fois je me brûle les doigts, putain, c'est un truc, il faut le prendre avec des pincettes, hein, ce truc-là.
La version donc du 11 septembre délivrée le 22 juillet 2004 par le gouvernement américain à propos des attentats du 11 septembre me trouble. J'ai pas trouvé de mot plus cool que ça. Je la trouve troublante. Voilà. OK ? Selon la version officielle, ce Boeing 757 d'American Airlines a disparu dans ce trou de 5 mètres. J'insiste, de 5 mètres de diamètre. Ces photos ont été prises avant que le toit de l'anneau extérieur ne s'effondre. Le seul dégât visible sur la façade, un trou qui ne fait même pas 5 mètres de diamètre. C'est le fameux avion du Pentagone, celui qui m'a valu tellement de déboires. J'ai eu le malheur le 9 septembre de l'année dernière, j'ai eu le malheur de dire qu'il n'y avait pas d'avion. Et c'était une erreur en réalité. Je voulais dire que j'étais très troublé à l'idée que ce soit un Boeing 757, en fait, qui ait frappé le Pentagone. Nous sommes très nombreux à être troublés par cette version très troublante. Un Boeing 757 fait 47 mètres de long, 13 mètres de haut. Il a une envergure de 38 mètres et pèse près de 100 tonnes. Et nous devrions croire qu'il a disparu dans ce trou sans laisser le moindre débris à l'extérieur ? Comment peut-il n'y avoir aucune trace là où les ailes, le stabilisateur vertical et les moteurs ont englouti le bâtiment? Vous vous rappelez la taille des moteurs? Si 6 tonnes d'acier et de titane avaient percuté le Pentagone à 850 km/h, elles se seraient encastrées à l'intérieur en laissant 2 empreintes très distinctes. Or, le seul dégât visible sur la façade du Pentagone est ce trou. Il n'y a aucun dégât à la hauteur des moteurs. Pourquoi les fenêtres situées à côté du trou sont-elles intactes? Sur cette photo, on voit 2 rangées de fenêtres. Elles auraient dû être détruites par les ailes. Elles sont intactes, même pas cassées. Ces images rares montrent le site juste après l'impact et avant l'effondrement de la structure, 1 heure plus tard. Comme on le voit, c'est assez insolite. On s'attendrait à voir quelque chose de ce genre. On verrait des morceaux d'avion, des valises, des débris partout, comme dans d'autres désastres aériens. Ici, rien. And yet, when you look at the left side of the Pentagon, you'll note that there is very little, if any, smoke damage or heat damage at all. On the 3rd floor, it's very plain to see a file cabinet with a computer monitor. Neither of them are damaged. On the 2nd floor, you can see a wooden desk. It hasn't burned. And on the 1st floor, a very curious sight indeed, a wooden stool with a book that is laying and open. The pages aren't even singed. Now, each of the planes involved in the September 11th attacks had embarked upon transcontinental flights, which means that they had a majority of their fuel left over when they hit their respective targets. That means that approximately 8,600 remaining gallons of fuel would have been ignited on the 757 that had hit the Pentagon. Again, we look at the photograph and ask ourselves, is the smoke and heat damage consistent with that amount of fuel being ignited? Quand le journaliste français Thierry Messant a publié l'effroyable imposture, ont vu le jour des explications des plus surréalistes, comme celle qui voulait que l'avion se soit vaporisé à cause de la vitesse et du choc du crash. On invoquait alors la théorie de la vaporisation de l'avion. Je voulais vous parler des avions vaporisés. Vaporisés. Ça, très 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 troublant quand même, parce que celui du Pentagone, je vous l'ai déjà raconté. Il rentre dans un trou de 4,50 m. Alors attention, il y a des petits malins qui disent, si, il y a un moteur, c'est vrai, on voit un moteur de 70 cm de diamètre, c'est pas du tout un moteur de 755, et un morceau de tôle sur la pelouse intacte du reste, qu'on n'identifie pas non plus comme appartenant à un Boeing 757. Le reste,
La chose très étrange est la disparition de divers éléments de ce Boeing. D'abord, les deux réacteurs et les ailes. Où sont-ils? Vaporisés? Cependant, on nous dit que la carlingue est restée intacte, qu'elle a traversé le mur extérieur du Pentagone et qu'elle est sortie de l'autre côté tout en détruisant des colonnes. À l'intérieur du Pentagone, on a découvert un autre trou d'environ 5 mètres de diamètre de l'autre côté de l'anneau C à 3 anneaux de l'impact. Pour faire ce trou, le Boeing 757 du vol 77 aurait dû traverser près de 3 mètres de béton armé. Le nez d'un avion commercial est en fibre de carbone. Voici ce qui lui arrive généralement en cas de crash aérien. Si ce trou a été fait par le nez du Boeing, où sont les autres débris de l'avion? Les réacteurs sont la partie la plus résistante de l'avion, car ils sont faits d'un alliage de titane et d'acier qui est très résistant. Il est si résistant qu'il ne s'évapore même pas à 3000 degrés. Eh bien, nous devrions voir, au moins dans ce mur, 2 trous laissés par les réacteurs. Non. Les 2 trous que nous devrions y voir n'y sont pas. Il n'y a aucune trace de l'impact des ailes sur le Pentagone, comme sur la tour nord, où l'on voit le contour de l'avion incliné à 25 degrés. On voit bien le contour de la carlingue et des réacteurs. C'est une inclinaison de 25 degrés, avec l'utilisation des dièdres. On discerne clairement le contour de cet avion-là, mais on ne voit rien de tel au Pentagone. Comme ces incohérences posaient des problèmes à la version officielle, et alors que l'armée gardait le silence, des photos des débris censés avoir été trouvés sur la pelouse et à l'intérieur du Pentagone sont apparues dans les journaux et sur Internet. Bon, d'accord, pas de vaporisation. Et comme ça, ils ont avancé une nouvelle théorie qui explique que pour que l'avion rentre dans ce trou de 5 mètres, il aurait à un moment donné replié ses ailes comme le fait une libellule, tout ça rentrant dans le trou, et regardez-moi ça! Le réacteur et d'autres morceaux sont là-dedans. On veut le voir, le Boeing qui rentre ses ailes, comme ça, et qui disparaît dans un trou de 4,50 mètres dans le Pentagone. Nous, on veut le voir, parce que franchement, c'est étonnant, hein, Boeing qui replie ses ailes. Oui, parce qu'il n'y a pas l'impact des moteurs, tu sais, de chaque côté du trou, avant que le toit s'effondre. Normalement, il y a le trou, puis il y a l'impact des moteurs, comme on le voyait sur les tours. On voyait bien sur les tours, les 2 impacts, on voyait les ailes, les abdas. Là, on le voit pas, c'est très troublant. Comme le Pentagone était en possession de 86 enregistrements vidéo différents et complets, pourquoi alors ne les ont-ils pas montrés aux gens qui avaient des doutes? Le FBI, immédiatement sur place, a pris les bandes des caméras de surveillance et ils ont confisqué 86 vidéos, notamment du Pentagone, du parking, de la station-service en face, de l'hôtel à proximité et des immeubles voisins dont les caméras visaient le site. Les autorités militaires ont longtemps refusé de montrer des images de l'impact du vol 77. Mais en 2006, le ministère de la Défense a dû céder aux demandes d'information, révélant ainsi 4 vidéos. Les images de la station et de l'hôtel Sheraton ne servent à rien. Elles ne cadrent pas la scène ou en sont trop éloignées. Mais les 2 vidéos du parking ont été proposées au monde comme la preuve irréfutable de l'impact du vol 77 contre le Pentagone. Elles sont quasiment identiques. Les réacteurs de ces avions n'émettent pas de fumée blanche, comme on en voit à l'arrière de l'engin sur les images. Franchement, sur ces images, on ne peut pas voir ce que c'était, mais on peut dire ce que ce n'était pas. Car la taille ne correspond pas, si on la comparait à celle d'un 757-200, ce serait beaucoup plus grand que ce qu'on voit sur les photos.
Avec la meilleure volonté, parvenez-vous à voir un avion ici? Le Pentagone a dit que l'avion n'est pas visible, car malheureusement, il est passé entre une image et une autre, une image passée. Mais cet avion, où a-t-il terminé? Je l'ai promis, je m'adresse directement à Barack Obama. Barack! Maintenant que c'est toi, le patron des États-Unis, s'il te plaît, Barack, fais péter une vidéo qui nous montrerait donc le Boeing 757 qui frappe le Pentagone. Parce que le Pentagone est l'endroit le plus surveillé du monde. On est d'accord. Il n'y a pas 3-4 caméras, il y en a 86 caméras qui surveillent partout le Pentagone. Impossible que tu ne l'aies pas, le Boeing 757. Plus les autres caméras qui sont à l'extérieur. Elles ont toutes été confisquées par le FBI. Alors maintenant que c'est toi le patron, Barack, je te le demande comme un ami. Barack, franchement, fais péter maintenant une vidéo. Hein, tu dis au FBI, hey, montrez-nous le Boeing. Ah putain, parce qu'il y a des familles de victimes qui ont tellement insisté. On nous a montré 5 images. Mais 5 images, on le voit pas, le Boeing 757. On voit une traînée blanche, tu vois. On voit une boule de feu qui sort, mais on le voit pas. Ouais, Barack, fais-nous péter le Boeing. Alors qu'est-ce qui aurait pu faire un trou de 5 mètres de diamètre dans l'anneau extérieur du Pentagone? Traverser 3 mètres de béton armé et percer un autre trou de 5 mètres. Un missile de croisière. Voilà à quoi ressemblait la maison de Slobodan Milosevic à Belgrade après avoir été touchée par un missile Tomahawk. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Cette vidéo met seulement à jour la surface des aspects troublants des attentats du 11 septembre, montrant que le gouvernement américain ne nous dit pas la vérité sur cet événement. Pour résumer, quelques points importants. L'armée et le FBI refusent de rendre publiques les vidéos de sécurité qui montrent l'avion qui a percuté le Pentagone. La pelouse devant le Pentagone est restée intacte alors qu'un avion de ligne s'est prétendument crashé sur le rez-de-chaussée. Les photos ne font pas apparaître de restes humains ou de débris du vol 77 au Pentagone. Les tours sont tombées en chute libre, ce qui veut dire que les boulons et les soudures ont lâché à la vitesse de la chute des décombres. La structure des tours n'a opposé aucune résistance. Le bâtiment 7 s'est effondré de la même manière que celle pratiquée par les entreprises de démolition pour détruire les vieux buildings. Le gouvernement a déclaré qu'il n'avait aucune idée de ce qui était arrivé au bâtiment 7. Cela devrait justifier une enquête plus approfondie, mais il refuse de le faire. Les décombres du World Trade Center ont été vendus comme ferraille. Le gouvernement des États-Unis a violé les lois en détruisant les preuves d'un grave crime. Alors, je me disais, mais ils sont où nos journalistes d'investigation? On avait des journalistes d'investigation, ils sont passés où? On avait le canard enchaîné, là, hein, Charlie Hebdo, toi, hein, on était rassurés, nous, avec des journaux comme ça, on se disait, putain, ils ont des couilles, toi. Et puis là, non. Je vous ai parlé de cette version troublante. On l'a fait, d'ailleurs, en mettant plein de rire, pour essayer de dédramatiser, parce que je pense qu'on a le droit de douter de cette version. On a le droit, sans être pour autant ni un négationniste, ni un révisionniste, et encore moins un ami des terroristes. Je dirais tout simplement ce truc-là, tu l'avales ou tu l'avales pas. Moi, j'avale pas.